Ok, on va démarrer donc cette nouvelle table ronde qui parle des solutions qui sont proposées par les entreprises pour les parents qui sont aidants et salariés. Et on vous a juste partagé avec vous 3 petits chiffres clés avant de donner la parole à nos intervenants. Le premier, c'est que 39% des salariés proches aidants pensent que leur situation a été un obstacle à la progression de leur carrière. On a vu qu'il y en a de nombreux qui se sont arrêtés. Parmi ceux qui continuent de poursuivre leur carrière, il y en a 39% qui pensent que c'est un obstacle. On a 26% seulement des salariés aidants qui ont informé leur employeur de leur situation, et ça c'est une donnée importante. On a vu tout à l'heure que la question de l'accès aux parents aidants était compliquée pour l'accompagnement, mais il est compliqué aussi pour la déclaration, donc ça c'est un sujet. Et 42% ne souhaitent pas le faire parce qu'ils pensent que ça ne changerait rien. Ou que ça relève de leur vie privée, c'est-à-dire que voilà, on ne le fait pas en conscience parce que ça peut être un obstacle ou ça ne sert à rien. Et enfin, de l'autre côté de la table, les DRH, 76% des DRH pensent qu'il coûte plus cher de ne rien faire pour les salariés aidants que d'agir au regard des coûts cachés liés à l'indépendance individuelle. Donc on voit que c'est un sujet finalement sur lequel il y a beaucoup à faire. Nous accueillons sur cette table ronde Céline Denancé, qui est maman aidante pour son fils Gaspard de 8 ans. Vous êtes présidente de l'Association française du syndrome d'Ondine. Et après avoir été cadre salarié dans une grande entreprise, vous êtes consultante indépendante sur les thèmes de la RSE depuis 3 ans. Damien Caillot, à ma droite, tu es cofondateur de Quid et de Gamino. Quid est un cabinet de conseil reconnu en politique du handicap. Gamino est une start-up qui propose une plateforme digitale de sensibilisation au handicap. Et enfin Pierre Denis, qui est responsable du pôle engagement sociétal de la Mutuelle Générale. Il se définit comme un aidant à tout faire. Pierre Denis est responsable du pôle engagement sociétal à la Mutuelle Générale, délégué général de la fondation d'entreprise de la Mutuelle Générale et dirige l'Observatoire solidaire sur les salariés aidants. Il a créé il y a 15 ans le fonds de dotation Aidant Attitude pour la formation et la prévention des aidants familiaux et professionnels. Nous allons commencer par le témoignage de Céline Denancé. Céline, je vous laisse la parole pour une petite dizaine de minutes pour nous raconter quelles ont été les différentes phases de prise en considération de votre situation de parent aidant au sein de l'entreprise dans laquelle vous étiez lors de la naissance de Gaspard. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, donc Gaspard est né il y a 8 ans, en août 2015. J'étais salariée, cadre dans un grand groupe agroalimentaire, enfin peu importe. Et quand Gaspard est né, on a tout de suite vu qu'il y avait un souci, il est parti en réanimation, etc., etc. Ce qui fait que, pour le coup, moi je n'ai pas eu le choix que de l'annoncer à mon entreprise, puisque j'ai annoncé la naissance, mais j'ai aussi annoncé qu'il y avait un souci et que je n'avais pas de visibilité sur la capacité à revenir comme prévu. Donc, nous étions à Robert-Debré, nous aussi, en réanimation pendant plusieurs mois. Le temps de poser le diagnostic. Le syndrome d'Ondine, c'est une maladie rare. Il y a à peu près une petite centaine de cas en France, 80. C'est une maladie qui se caractérise, qui est génétique, qui se caractérise par des apnées du sommeil, mais centrales, c'est-à-dire que nos enfants, Ondine, ne respirent pas quand ils dorment. Donc, ils sont ventilés pour dormir. Et un bébé dort beaucoup, donc ce qui fait que tout petit, les enfants sont ventilés quasiment 24 heures sur 24. Donc c'est un risque vital permanent. C'est une maladie qui n'a pas de traitement, donc une fois que le diagnostic est posé, on vit avec ce risque, on apprend à vivre avec. Et on se dit qu'on doit tout faire pour que la vie soit malgré tout la plus normale possible. Dans ce contexte, alors c'est sûr que... comment dirais-je, tout à l'heure, vous disiez que on n'avait finalement pas d'accompagnement psychologique, social. Moi, j'ai vu un psychologue et une assistante sociale, enfin une psychologue et une assistante sociale à l'hôpital au moment de l'annonce du diagnostic. Et en fait, c'était très radical, c'est qu'elles m'ont dit toutes les deux, écoutez, ne vous inquiétez pas, on va prendre les choses en main, on va contacter votre entreprise, on va tout faire pour que ça se passe bien quand vous allez arrêter de travailler. Et donc là, je ne sais pas par quel miracle, parce que j'étais quand même assez fragile, je leur ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça, c'est moi qui décide de ma vie. Et puis c'est moi qui vais appeler mon entreprise et c'est moi qui vais voir ce que je fais. Donc voilà, donc je les ai vus, mais pour un résultat quand même un peu mitigé, on va dire. Et effectivement, moi, j'ai eu la chance d'avoir à l'époque un manager, un responsable RH, une entreprise extrêmement à l'écoute, disposée à me laisser du temps, à me faire confiance et à me dire, écoute Céline, c'est pas, enfin voilà, on va faire avec toi.
Et puis on attendra le temps qu'il faut pour que tu reviennes et on fera en sorte que tu reviennes dans les bonnes conditions. Et ça, c'est incroyable, c'est salvateur, c'était vital pour moi. Enfin, il en allait de ma santé mentale à moi, de ma survie à moi. Évidemment, le témoignage que je vous livre, il n'engage que moi. Je pense que chaque situation est différente, chaque parent est différent. Voilà, d'autres parents vous diraient peut-être ils avaient besoin d'arrêter de travailler ou nécessité de le faire. Moi, je pense qu'à l'époque, j'avais besoin de continuer à travailler pour trouver de l'énergie, pour avoir cette bulle d'oxygène qui me permette de faire autre chose. De ne pas tourner en rond dans cette chambre d'hôpital et d'avoir autre chose qui m'occupe. Ce qui fait que on était donc en 2015, avant la généralisation, ou en tout cas le fait qu'on soit plus coutumier du télétravail. Je travaillais dans une entreprise industrielle donc, qui n'avait pas pour habitude d'autoriser le télétravail, où on était présent tôt le matin, tard le soir. Donc c'était un peu bousculer les codes dans les modes de travail et dans les modalités de travail. Et en fait, ça s'est bien fait. J'avais la chance d'avoir leur confiance et donc pour moi c'était précieux parce que finalement mes journées à l'hôpital elles étaient quand même un peu rythmées par des choses que je pouvais faire à distance. Alors pas grand chose au début mais c'est pas grave quoi. Je me suis mise à aimer finalement préparer un budget prévisionnel sur un tableau Excel seul dans une chambre d'hôpital. Ça peut paraître étonnant de dire ça mais en fait pour moi ça me changeait les idées et c'était important. Et puis, Gaspard est sorti de l'hôpital. Les 6 premiers mois, je n'ai pas travaillé. J'ai repris à mi-temps. J'avais la chance d'être aussi bien entourée, d'avoir ma belle-maman qui pouvait venir s'occuper de Gaspard quand moi, j'allais travailler. En plus, le siège de l'entreprise pour laquelle je travaillais n'était pas à Paris où on résidait, donc il y avait quand même une petite intendance particulière. Mais voilà, mais c'était fondamental pour moi. Et puis... ça a duré 3 ans, 4 ans. Gaspard a pu aller à la crèche au bout d'1 an. La crèche, au début, c'était formidable, parce que j'ai trouvé péniblement une crèche qui accepte Gaspard. Mais finalement, au bout de quelques mois, la direction a changé. Et là, on m'a dit, mais écoutez, madame, en fait, notre crèche accueille des enfants porteurs de handicap, mais pas porteurs d'un risque vital. Donc, c'est pas notre métier. Donc, à la fin du mois, il ne pourra plus être accueilli. Voilà, donc c'était un obstacle comme d'autres qu'on rencontre dans le chemin du parent aidant. Donc il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à nous, arrêter de travailler ou changer de vie ou trouver une autre solution. Et en fait, on a décidé de déménager pour se simplifier la vie, aller finalement retrouver là où sont nos familles, à Saint-Malo. Et voilà, mais toujours est-il que... c'est une histoire de rencontre, vous le disiez tout à l'heure, Élodie et Louis, je crois que tout le monde le dit, Charlotte. C'est hyper important parce que finalement, c'est de ces rencontres c'est comme ça qu'on puise de l'énergie, c'est comme ça qu'on va de l'avant. Quand on est arrivé à Saint-Malo, on a eu une place en crèche municipale, tout s'est bien passé. À l'école, au départ, on a eu certaines écoles qui ont refusé Gaspard, et puis on a eu un directeur d'école qui nous a dit « mais on y va ». Et voilà, donc ce qui fait que ce chemin, ces montagnes russes émotionnelles, ces montagnes russes où on a des obstacles à traverser, en fait, on a besoin de soutien et ce soutien, il passe par nos familles, par nos amis, mais aussi par l'entreprise. En tout cas, pour moi, il passe par l'entreprise. Et avoir cette capacité de continuer à travailler dans un dispositif adapté, c'est extrêmement important. Et je pense que le bénéfice, on n'imagine pas... comme il peut être multiple, c'est-à-dire qu'il est bénéfique pour moi, il a été bénéfique pour moi. Je pense que c'est bénéfique pour le manager. J'ai moi-même été manager, donc je n'ai pas eu à gérer une situation inverse, mais je pense que ça permet de se sentir utile pour son collaborateur. Et puis, pour mes collègues, donc pour les collaborateurs, je pense que le bénéfice, il est aussi présent parce qu'en fait, on se sent utile. On se dit, parce que quand on a un truc comme ça qui vous tombe dessus, tout le monde... Alors, il y a ceux qui partent, qui s'éloignent, et puis il y a ceux qui sont là, qui veulent aider, mais qui ne savent pas comment. Et en fait, juste nous aider à avoir une vie normale, juste avoir des collègues de travail, parler de nos enfants comme eux parlent de leurs enfants, y compris dans les difficultés. En fait, c'est ça la vraie vie, et c'est ça la vie normale. Et en fait, les collègues, les collaborateurs d'une entreprise, le manager, ont leur utilité, et voilà, et ça, c'est aidant, c'est précieux. Et puis, voilà, donc j'ai travaillé comme ça pendant 3 ans, 4 ans. Et puis, en fait, mon poste n'était
en réalité pas tout à fait adapté à une vie de maman aidante. Parce que j'avais beaucoup de voyages, théoriquement, à l'étranger, et ce que je ne voulais plus faire, ce que je ne pouvais plus faire, ce qui fait que j'ai arrêté de travailler. Et maintenant, effectivement, comme beaucoup de mamans disaient Anne, ou de parents aidants, je suis indépendante, je fais du conseil, et en fait, ça me permet d'adapter mes contraintes d'agenda personnel, les rendez-vous psychomote, orthophoniste, etc., à des contraintes d'agenda professionnel, mais ça me permet de cumuler un peu les deux, d'y trouver mon compte. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, on ne valorise pas suffisamment les fragilités, en fait. Les ressources humaines, parfois appelées richesses humaines, en fait, je pense qu'il faut vraiment considérer qu'on est riche des fragilités de chacun. Et c'est ça la force du collectif. Et c'est ça, je pense, le rôle de l'entreprise dans l'adversité, c'est ce laboratoire un peu d'innovation sociale qu'on doit pouvoir mettre en mouvement, en fait. J'avais la chance d'être dans un groupe familial qui m'a beaucoup aidée. Je comprends qu'évidemment, tout ce dispositif, sans faire d'usine à gaz surtout, soit pas forcément transposable partout, mais je pense qu'encore une fois, des rencontres, on est avant tout sur des relations humaines, des choses qui nous tombent dessus sans avoir à le prévoir, sans pouvoir être préparé. Je pense que autoriser la parole, faire en sorte que ça ne soit pas un tabou, mais qu'on puisse en parler, et que ça puisse être un sujet comme un non-sujet finalement. En fait, la vie doit continuer et en fait laisser les parents décider de ce qu'ils veulent faire ou pas. Merci Céline pour ce beau témoignage. Je vais passer la parole maintenant à Damien Caillot. Damien, tu vas nous partager ton expérience acquise notamment au sein de ton cabinet Quid concernant l'accompagnement des entreprises pour élaborer leur politique aidant dans un esprit de bon sens et de collectif. Puis tu aborderas, sans dépasser toujours 10 minutes, ce qui peut faciliter le fait de se reconnaître comme aidant ou d'être reconnu comme aidant. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous, le cabinet Quid, en fait, on accompagne les entreprises dans leur politique handicap globale. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les entreprises qu'on accompagne, on est plutôt sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, donc c'est-à-dire qui vont à peu près de 1000 à 5000 collaborateurs. Et en fait, juste pour vous parler un tout petit peu de moi, mais ça va durer une fraction de seconde et je ne dépasserai pas les 10 minutes. J'ai le maître du temps qui est même si on peut faire moins, ça laisse plus de temps pour les échanges. Exactement. Après. Juste pour parler un petit peu de moi, j'explique toujours que dans l'écosystème du handicap, on y vient rarement par hasard, en fait. On est soit concerné directement, soit indirectement. Je trouve que les parents aidants, j'ai tendance à dire que vous l'êtes plutôt directement. On a toujours tendance à dire indirectement, mais pour moi, vous l'êtes directement. Et en ce qui me concerne, je le suis directement aussi. Alors, non pas en tant que parent aidant, c'est que je suis en situation de handicap. J'ai une maladie qui répond au doux nom un peu barbare, et je vous demande surtout pas de retenir les deux mots, de spondylarthrite ankylosante, que j'ai de manière sévère. Enfin voilà, le seul point positif que j'ai trouvé à ma maladie, c'est que si vous réussissez à placer l'un des deux mots Scrabble, ça peut vous rapporter des points. Il y a Y dans chaque, ankylosante, il y a un K. Si le mot country, vous avez la quasi-garantie d'avoir gagné la partie. Je referme tout de suite cette parenthèse humoristique. Au-delà de ça, c'est un rhumatisme inflammatoire. Le surnom de la maladie, c'est la colonne bambou. C'est la colonne vertébrale qui se consolide. Et après, tous les autres réseaux du squelette. Je suis pas là pour vous faire un bilan de santé, mais moi-même, j'ai eu, avant d'avoir créé Quid et avant d'être expert handicap en entreprise, j'ai eu une précédente vie professionnelle un peu similaire, enfin tout du moins qui peut être comparée un petit peu à celle de Céline qui a été dite avant. C'est qu'en fait, je travaille dans un groupe alors que vous devez connaître qui s'appelle Pernod Ricard. Voilà, j'ai fait après mon école de commerce, je suis rentré au siège du groupe ou autres différentes fonctions. Et à un moment donné, j'étais directeur commercial d'une filiale vinicole. Et un jour, on est venu me dire, mais Monsieur Caillou, vous pouvez continuer d'exercer votre métier, mais plus prendre le train, l'avion et la voiture pour vos déplacements. Et j'avais une bonne partie de l'Europe déplacement. Je leur ai dit, j'ai regardé le médecin, je lui ai dit, si vous voyez pas d'incompatibilité, moi j'en vois quand même quelques-unes. Voilà. Donc pour vous la faire très courte, je suis parti 10 mois en formation RH, voilà, pour me former. Donc c'était juste pour remettre un peu de contexte dedans. Et là, pour en revenir, nous avec Quid, en fait, nous, quand on accompagne les entreprises dans leur politique handicap, en fait, les aidants font partie intégrante et sont partie prenante dans cette politique handicap. Et en fait, on s'y attache systématiquement. Même si en effet, il y a un défaut de reconnaissance, je dirais à l'échelle nationale. C'est-à-dire que, par exemple, dans une politique handicap, on considère dans les effectifs, alors je suis désolé pour les sigles, un TH, que je ne supporte pas, mais malheureusement, c'est comme ça que c'est défini. Donc, les travailleurs handicapés, donc il faut 6% de TH dans les effectifs des entreprises. Malheureusement, ces aidants
ne peuvent pas être comptabilisés dans ces TH. Et en fait, moi je milite. Alors Charlotte, ce matin, nous a fait part de son militantisme et son côté lobbyiste. C'est ce que je fais aussi. Enfin voilà, je siège au CNCPH, enfin ou autre, aussi pour militanter sur cette chose-là, pour à un moment donné faire reconnaître aussi les aidants dans cette politique handicap. Parce qu'en fait, nous on s'aperçoit que beaucoup de nos entreprises que l'on accompagne, même ceux avec celles où on est juste en contact, en fait, elles sont souvent très volontaires sur la volonté de faire quelque chose. En fait, elles sont démunies sur qu'est-ce que l'on peut faire, c'est quoi le dispositif. Et pour en avoir discuté un petit peu avec Louis ce matin au café, enfin tout de moins en prenant un café, on s'aperçoit qu'en fait, elles sont démunies. Mais après, c'est de se dire aussi, est-ce que l'entreprise est là pour tout compenser ? Très sincèrement, si vous voulez avoir mon avis, je pense que non. Enfin, le rôle de l'employeur n'est pas de se substituer à la solidarité nationale. Qu'elle fasse sa part, ça c'est une chose, mais on ne peut pas demander à l'entreprise de compenser tous les défauts, les déficits éventuels à l'échelle nationale ou autre. Donc je pense qu'il faut aussi avoir j'ose espérer que ce colloque servira entre autres à ça, je dis bien entre autres, parce qu'il y a d'autres objectifs et d'autres utilités, mais servira aussi à ça. Et en fait, nous, donc, quand je dis qu'on a la politique des aidants est vraiment partie intégrante dans la politique handicap, c'est par exemple qu'on accompagne aussi les entreprises dans les accords, donc les accords de branche ou les accords groupes, enfin ou autres, les accords d'entreprise. Alors un accord handicap, pour vous la faire très courte, c'est la Driette. Ils ont trouvé le moyen. J'aimais bien direct, moi. Je trouvais que ça se prononçait bien depuis qu'ils l'ont appelé Driette. Je sais pas comment on prononce les deux en succession, moi, dans la langue française. Enfin, voilà. Donc, je vais l'appeler Driette. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Donc, la Driette, l'entreprise, et puis les partenaires sociaux de l'entreprise. Et en fait, quand on fait l'accord handicap, systématiquement, nous, on y met les aidants. C'est-à-dire que quand il y a une politique handicap dans l'entreprise, on veut que les aidants soient dedans. C'est par exemple quand il y a des jours mis à disposition pour les collaborateurs et les collaboratrices en situation de handicap, des jours qui sont sans justificatif, je tiens à préciser, enfin tout du moins simplement qui peuvent être fractionnés à la demi-journée, le cas échéant, et pourquoi pas à l'heure, où en fait les personnes peuvent prendre ces jours-là pour avoir du repos, du répit, que sais-je, pour avoir peut-être des soins médicaux, enfin ou autres. Et on veut que les aidants aient exactement la même chose. Et en fait, c'est ce qu'on instaure à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que nous, toutes les entreprises que l'on accompagne, quand il y a des jours qui sont mis à disposition pour les personnes en situation de handicap, les aidants, et quels qu'ils soient, et pas que les parents aidants, toutes les formes d'aidance au sein de l'entreprise, on le fait. Mais en fait, c'est très limité, parce que même si vous avez 6 jours dans l'année qui sont accordés pour les aidants, on est bien conscient que c'est pas suffisant. On est bien conscient que c'est pas suffisant. Et après, c'est de se dire, mais qu'est-ce que l'on peut proposer d'autre ? Et j'entends, et les témoignages sont là pour je dirais, abonder dans ce sens depuis ce matin, c'est que on sait qu'aussi que l'entreprise peut être aussi un sas, une espèce de comment dire, de boule, enfin tout du moins d'espace dans lequel on va être plus considéré comme un aidant ou une aidante. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se réaliser professionnellement, on va pouvoir continuer d'avoir une trajectoire professionnelle, on va pouvoir continuer de s'épanouir à son poste de travail. Et c'est comment faire matcher tout ça, en fait, avec chacun et chacune vos singularités. Parce que je pense que on peut être, même s'il y a des troncs communs dans les danses, mais je pense aussi qu'il y a parfois, entre guillemets, certaines disparités. Je pense que quand on est maman solo, c'est bien évidemment, je pense, plus compliqué que quand on est en couple, que quand on est entouré avec la famille, les amis, enfin ou autre. Parfois, il y a vraiment un isolement. On l'a entendu ce matin, mais vraiment un isolement où la personne est vraiment seule, mais seule de chez seule. Donc en fait, c'est de se dire comment on peut continuer de se réaliser professionnellement tout en faisant matcher cet ensemble-là, en fait, cet écosystème-là. Et je me répète, les entreprises sont vraiment volontaristes. Enfin, moi, je vois chez Vérissure, juste pour les citer en exemple, chez Vérissure, bon, je vous apprends rien, ils font des alarmes, enfin voilà, dans les domiciles, les boutiques, enfin les entreprises ou autres. Et en fait, ils ont 1000 métiers, enfin quand je dis 1000, peut-être pas 1000. Et en fait, eux, ils ont vraiment pris à bras le corps ces choses-là. Et c'est-à-dire que par exemple, pour les parents aidants, s'ils sont sur des postes, je pense par exemple à la télésurveillance, qui est quelque chose qui demande une assiduité forcément énorme, parce que les personnes, elles sont obligées d'être restées devant des écrans 7 heures durant, avec des pauses qui sont très très minutées, de telle manière à pouvoir être qu'il y ait quelqu'un devant l'écran tout le temps, parce que vous doutez bien que s'il y a un vol à ce moment-là, il n'y aura pas de contrôle possible. Et bien, par exemple, si ce sont les aidants, on fait en sorte de les changer de poste et de métier ou autre en interne avant toute chose, en fait, avant d'engager quoi que ce soit, de telle manière à ce que ces personnes-là ne puissent plus être sur quelque chose d'extrêmement astreignant et qu'on puisse être sur quelque chose de beaucoup plus flexible et agile. Céline, vous parliez tout à l'heure, du télétravail. Bon, c'est vrai que faut remercier le Covid, peut-être. C'est peut-être politiquement incorrect de dire ça, mais c'est vrai que depuis 2020, ça s'est tout de même quelque peu généralisé. Mais faire en sorte peut-être d'être sur les travails, même si je considère que le télétravail n'est pas non plus la panacée.
c'est pas toujours la solution, parce que je pense que quand on est aidant ou aidante, je pense que dans la salle vous êtes bon nombre, je dirais que d'être chez soi, c'est pas forcément la solution, c'est justement parfois c'est de sortir de chez soi qu'il l'est. Puis il y a des métiers où on ne peut pas faire de télétravail. Exactement. Et pour en avoir discuté, je me souviens plus si c'était avec Céline ou Louis, je sais plus ce matin, mais par exemple, nous on a parmi nos clients une filiale de chez Renault. Je vous apprends rien, voilà, fabrication de voitures. Alors ils sont sur une partie de la fabrication de la voiture avec une partie de la chaîne qui est de la production. Vous doutez bien que si la personne qui est à la chaîne, enfin voilà, comment on fait pour, enfin le télétravail est juste pas possible, enfin c'est inenvisageable ou autre. Donc c'est comment trouver des parades, enfin ou autre. Et moi je milite vraiment pour que les aidants. Alors je suis conscient que ce sera pas la solution à tout, mais je milite véritablement pour que les aidants rentrent véritablement dans la politique handicap et que demain on puisse dire, ben voilà, sans parler d'atteindre les 6%, je suis pas sur un levier, ni financier, ni quoi que ce soit, mais de me dire, si les entreprises pouvaient dire, ben voilà, j'ai tant d'aidants et ça rentre aussi dans mes effectifs reconnus en situation de handicap, je pense que ça faciliterait aussi à un moment donné la mise en place de politiques, et c'est surtout que ça donnerait des moyens supplémentaires à l'entreprise de mettre des choses, parce que le nerf de la guerre, quand vous êtes sur des entreprises de petite taille, je pense à des entreprises qui ont 150, 200 collaborateurs, voire certaines beaucoup moins. Alors celles qui sont tout petites, et je termine, Denis, mais celles qui sont beaucoup plus petites sont souvent beaucoup plus agiles. C'est-à-dire que très souvent, ils mettent en place des politiques que j'appelle moi de bon sens, en fait. C'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, bah ok, pas de souci, prends tes heures. Un peu comme le témoignage qu'on a entendu, tout à l'heure dans les podcasts, tout de loin, où le monsieur disait, bah voilà, vous pouvez compter sur moi, les jours où je serai entre guillemets absent ou les heures où je vais être absent, je les compenserai autrement ou autre. Donc il y a souvent sur cette agilité, en fait, sur les plus petites entreprises. Après, sur des tailles un peu plus intermédiaires, sont un peu plus gênés aux encournures, si vous m'autorisez l'expression. C'est-à-dire, c'est de se dire comment on fait, parce que pour pas faire de la discrimination ou autre, et la politique, des aidants, elle est à la fois, je trouve, à la croisée des chemins de plein de choses dans la RSE, dans l'entreprise. J'ai entendu qu'il y avait des consultants et consultantes RSE et des experts et expertes RSE. Elle est à la croisée des chemins de plein de choses dans la RSE, entre l'égalité femmes-hommes, la non-discrimination, la QVT, l'équilibre vie pro, vie personnelle, le handicap aussi, bien évidemment. Et en fait, à la fois, elle est à la croisée des chemins, et je serais tenté de dire que parfois, elle est nulle part, en fait. C'est-à-dire qu'elle est à la croisée, alors on a l'impression qu'elle est au milieu de ce carrefour, mais qu'elle reste au milieu de ce carrefour, en fait. C'est-à-dire sans emprunter une des voies, si vous m'autorisez cette métaphore, ou autre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment aider. Je pense que ce colloque aide aussi à cela. Et puis il faut continuer de militer, continuer d'en parler. Et puis juste pour terminer mon propos, pour faire un comparatif avec le handicap invisible, je dis souvent que le handicap invisible a deux particularités. C'est que la personne qui a un handicap invisible fait en sorte de le rendre plus invisible qu'il ne l'est. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. C'est notre mindset qui est fait de la sorte, notre cerveau. Donc cette stratégie d'évitement nuit quelque part, tout du moins la reconnaissance, et aux yeux des valides, le fait qu'ils soient invisibles, il est considéré comme inexistant. Et bien, je trouve que les aidants, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que ça passe sous les radars. Alors je respecte les choix de chacun. On est libre d'en parler, de ne pas en parler. On peut en parler avec ses propres mots. Je dirais, de ne pas forcément s'étendre sur là ou les pathologies ou les raisons pour lesquelles on est aidant ou aidante. Mais néanmoins, ça passe sous les radars. Et je trouve que là, il faut vraiment faire cet effort, tout du moins tous ensemble, parce qu'il faut que ça soit collectif. Je l'ai entendu déjà ce matin. Mais il faut vraiment que ça soit collectif de telle manière à ce que, je dirais, on banalise au sens propre du terme toute cette dimension-là pour qu'on puisse en parler très librement ou autre. Et juste pour conclure, j'explique à chaque fois qu'une société inclusive, c'est une société qui est sans privilège, sans exclusivité et sans exclusion. Et si vous répondez à ces trois critères-là, vous ferez de l'inclusion. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Damien, pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Je vais passer la parole maintenant à Pierre Denis. Vous allez nous présenter en 2 chiffres très significatifs le baromètre de l'Observatoire solidaire des salariés aidants et illustrer ce que peut être une politique aidant avec l'exemple de la Mutuelle Générale. L'Observatoire solidaire, c'est un think tank qui a été voulu par la Mutuelle Générale sur les salariés aidants, qui a été créé il y a 4 ans. On essaye de traiter le sujet de façon la plus sincère possible. En l'occurrence, on a des ateliers toute l'année. On planche sur un certain nombre de sujets. Bon, cette année, il y avait entre autres les médecines complémentaires et adaptées. On a édité un guide. On a également planché sur la valorisation des compétences des aidants, parce que ces aidants, ils développent des super pouvoirs, donc ils sont dotés d'un certain nombre de compétences qui peuvent être riches pour le moteur de l'entreprise.
Et c'est toujours bon de partager. Voilà. Et nous avons un baromètre annuel que l'on sort tous les ans. Et je voudrais vous partager 2 réflexions sur ce baromètre. Alors ce baromètre, il est passé sur un panel de 2900 salariés qui sont aidants et non aidants, d'entreprises très différentes, de tailles très différentes et de secteurs très différents. On travaille avec Occurrence sur ce baromètre et on pose une 50aine de questions aux salariés de ce panel pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent de ce qui est mis en place dans leur entreprise par rapport au sujet de l'aidance. L'idée, c'est d'avoir à un instant T une photo de ce qui se passe dans les entreprises. On a un indice qui est calculé à partir des 50 questions que l'on pose aux salariés. Et en 4 ans, l'indice n'a pas bougé, il est de 40 sur 100. Il est même de 39 cette année. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça bouge pas assez, les entreprises passent pas assez à l'action. Même s'il y a des locomotives, sans jeu de mots. Bravo. Et même s'il y a un certain nombre d'entreprises et de DRH qui ont très envie de faire, comme disait Damien, il y a une volonté, on le voit hein, quand on interroge les DRH, ils ont envie de faire. Mais nous, on voit à travers notre baromètre qu'on en parle beaucoup, mais qu'au niveau de l'action, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je ne dis pas que c'est de la faute des DRH, je ne dis pas que c'est de la faute des entreprises, je vais en parler tout à l'heure, mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on ne passe pas suffisamment à l'action. Et la deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est que il y aura 3 choses que je vais vous partager. La deuxième chose que je vais vous partager sur le baromètre, c'est que parallèlement, on fait le baromètre miroir sur les salariés de la Mutuelle Générale. Alors nous ne sommes que 1800 dans l'entreprise, mais les salariés ont répondu au questionnaire et en 4 ans, on a pris plus 18 points sur notre baromètre. Parce qu'on s'est dit, voilà, avec tout ce qu'on préconise avec l'observatoire, il faut d'abord qu'on soit exemplaire. Donc on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes toute la préconisation de l'observatoire. Donc on en a mis en partie en place, mais surtout ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça crée une dynamique au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est QFD, c'est-à-dire quand une entreprise commence à faire des choses, forcément ça bouge à l'intérieur. Et ça bouge aussi à travers une question c'est corrélé dans le baromètre, parce que pose une question, quel est l'élément le plus important pour vous pour faire avancer la cause des aidants? C'est une chose qu'on pose aux salariés. Et au niveau national, les salariés disent, nous on attend beaucoup de l'entreprise, on attend beaucoup de l'État. Et quand on pose la même question aux salariés de la Mutuelle Générale, ils disent, c'est nous les acteurs et on attend de nous. C'est nous qui devons être acteurs. Donc c'est aussi pour corréler ce qu'a dit Céline, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelque chose qui est mis en place dans une entreprise, quand on en parle, forcément, c'est un effet bénéfique. Et derrière, les langues se délient et ça crée une dynamique. Et c'est ce qui est en train de se passer chez nous. Voilà. Ensuite, il y a un point que je voudrais aborder qui est très important, je pense, c'est que s'il y a des DRH dans la salle ou des consultants, je pense qu'on peut déjà commencer par faire les choses de façon très simple dans toute entreprise. Commencer tout simplement par un guide pour les salariés à disposition qui permet de leur donner des repères, parce qu'un aidant, quand il n'a pas de repères, il ne sait pas où il va. C'est comme tout le monde, hein, il faut qu'on ait tous une direction. Donc, quand on, par exemple, quand on attend un diagnostic, que ça prend des années pour avoir le diagnostic, qu'on est perdu, qu'on est en errance, qu'on ne sait pas quoi faire, voilà, il faut des repères. Dans la vie, il faut des repères. Donc, c'est pareil pour les salariés aidants. Et donc, commencer par un petit guide. Nous, on a commencé aussi par mettre des référents, des gens qui peuvent écouter, qui ont une capacité d'écoute. Alors, sans aller jusque... On a une assistante sociale, mais la pauvre, elle est débordée. Mais c'est pour ça qu'on a mis des référents en place. Et puis, on a un groupe d'aidants que j'anime qui est en train de démultiplier, parce que c'est l'idée aussi, hein, c'est de faire en sorte que les salariés soient eux-mêmes acteurs. Et on a mis en place plein de choses. Alors, je ne vais pas citer tout ce qu'on a mis en place, mais il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Mais surtout, je crois que l'important, c'est de savoir pour une entreprise que l'humain, c'est le moteur. On parle de l'humain. Et avant toute chose, il n'y a personne d'autre que l'humain pour être le meilleur acteur là-dessus.
Donc c'est laisser aussi les salariés être aussi des acteurs eux-mêmes au sein de l'entreprise. Une entreprise, c'est juste une mini-société, c'est un reflet de la société, hein, donc ni plus ni moins. Je voudrais dire aussi que ce qui est très important dans une entreprise, c'est que si le dirigeant, et nous, le directeur général Christophe Arregan est extrêmement impliqué sur la cause des aidants, des salariés aidants, si le dirigeant ne donne pas l'impulsion, il se passera rien. Et c'est même pas le DRH qui a le pouvoir, la plupart du temps. Donc c'est très très important. Je peux dire encore une dernière chose ou je suis trop long? Non, tout va bien. Alors, si j'acquiesçais sur la question. Effectivement, c'est le dirigeant qui doit être l'impulsion. J'avais un doute. Donc la dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai des aidants au téléphone qui m'appellent, des salariés aidants régulièrement tous les mois, parce que je suis référent. Et par exemple hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une salariée qui était désespérée parce qu'elle avait attendu. Et là, on est vraiment dans le cas où, à force d'attendre, ça devient catastrophique. Et donc, en fait, toute la problématique aussi pour une entreprise, c'est de mettre en place un certain nombre une multitude de portes d'entrée. Il n'y a pas qu'une porte d'entrée, il n'y a pas qu'une solution, mais une multitude de portes d'entrée. Et l'information et la prévention en est une, pour que ces aidants, ces salariés aidants se déclarent le plus tôt possible pour pouvoir les accompagner et les aider le mieux possible et pour pouvoir les maintenir dans l'emploi. Nous, on a, avec l'Observatoire solidaire, on appelle ça le tiers aidant, tout ce qui va accompagner. Et le tiers aidant, en fait, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, moi je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent pas à l'action parce qu'il n'y a pas de financement. Et parce qu'elles savent pas comment financer tout ça. Il y en a beaucoup même qui ont des définitions très différentes de ce que c'est qu'un aidant. Donc c'est compliqué à appliquer. Et dans le droit du travail aussi, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que le congé proche aidant parmi les DRH et qui ne savent pas comment l'appliquer. Sachant que le congé proche aidant n'est pas non plus la panacée, mais c'est pas le sujet. Ce que je voudrais dire, j'ai perdu le film, mais vous allez m'aider, Denis ? Qu'est-ce que je dis ? Oui, le tiers aidant. Ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'on trouve il y a un vrai sujet sur le business model et sur le financement. Et si on veut mettre à disposition des services, si on veut mettre à disposition de la coordination, ce qu'on essaye d'expérimenter à la Mutuelle Générale en ce moment à travers l'Observatoire, mais on va dire une coordination qui est en externe dans la vie du salarié aidant et qui vient en complément de tout ce qui est légal et de ce qui est mis en place dans l'entreprise. Il faut trouver un business model et ça va valoriser aussi les services à la personne. Et ce business model, il peut être trouvé à la fois en partenariat avec le public, avec le privé, mais c'est une tâche sur laquelle on va travailler l'année prochaine avec un juriste qui est spécialisé en droit social. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous trouver des solutions. Merci beaucoup, et c'est aussi tout l'intérêt de la garantie d'efficience à la naissance de BabySafe, c'est de trouver les financements nécessaires à l'accompagnement, de fournir les financements nécessaires à l'accompagnement de ces familles particulières.